Bonjour à tous, je vous remercie de vous être connectés aussi nombreux pour ce webinaire du CTBM avec Sébastien Pommier d'INSA Toulouse et Simon Métivier de Solagro afin de parler du projet de recherche Fleximeta sur la flexibilisation de la production de biométhane pour répondre aux contraintes du réseau de gaz. Je vais commencer par vous présenter le CTBM, Centre technique national du biogaz et de la méthanisation, sur la planche suivante. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le CTBM, c'est un réseau national sur la recherche en méthanisation. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, les différents membres sont dispersés sur tout le territoire et ils couvrent toutes les thématiques de la recherche en méthanisation, aussi bien l'agronomie que les procédés, les sciences humaines et sociales et évidemment les sujets environnementaux. Je travaille en particulier à faciliter la diffusion des connaissances, comme à travers ce webinaire, ou le site internet infometa.org, que vous pouvez consulter librement pour les fiches thématiques qui parlent des différents enjeux liés à la méthanisation. Nous organisons les journées recherche et innovation. Les prochaines se tiennent du 26 au 28 mars 2024 à Pau. Les inscriptions sont ouvertes si vous souhaitez nous rejoindre pour connaître les actualités de la recherche sur la méthanisation. J'anime également des groupes de travail sur la valorisation du CO2, les formations en méthanisation et les émissions fugitives. Et nous avons la chance de bénéficier du soutien de l'ADEME, notamment pour ces actions de webinaire. Je vais passer la main à Sébastien Pommier, qui est ingénieur de recherche au CRIT GPTE au sein de l'INSA Toulouse, et Simon Métivier, qui est ingénieur à Solagro, pour nous parler du projet Fleximeta. À vous. Bonjour à tous, merci beaucoup Alice et merci au CTBM d'organiser ces webinaires qui permettent de diffuser et de forcer un peu les discussions aussi sur des sujets qui ont été menés dans différentes entités. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est un sujet qui concerne la flexibilisation de la production du biométhane pour répondre aux contraintes du réseau. C'est un sujet qu'on a soumis il y a 2 ans maintenant au sein d'une chaire biogaz que nous avons à l'INSA de Toulouse avec GRDF et qui a pu soutenir le travail qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et c'est un travail qu'on a réalisé en collaboration entre le CRIT Génie des procédés et Solagro, qui est représenté ici avec Simon. Alors, le cœur du sujet, c'est celui de la flexibilité de la production. En fait, un système de méthanisation, va y avoir des intrants d'un côté et puis il va y avoir des réseaux de l'autre, que ce soit des réseaux électriques ou des réseaux de gaz. Et en fait, il peut y avoir des flexibilités. Ce qu'on appelle flexibilité, c'est finalement, il y a des modulations possibles sur les intrants. Alors ces modulations, elles peuvent être subies parce qu'il y a une pénurie de ceci, cela, selon certains types de méthaniseurs. Et puis, les réseaux, eux, ils ont des besoins d'adaptation aux usages. Ils ont des besoins de modulation par rapport à des questions de marché. Et puis, ils peuvent avoir des besoins, alors c'est un cas qui va nous intéresser tout particulièrement dans ce qu'on a étudié ici, peuvent avoir des besoins à des périodes d'effacement parce qu'ils ont des capacités d'absorption de ce qui est produit qui sont limitées. Et donc ça, c'est cette flexibilité recherchée qui nous a beaucoup intéressés, et où la question, c'est comment on peut jouer sur finalement l'alimentation en dynamique pour essayer de s'adapter à ça. Donc ça pose un certain nombre de questions techniques, scientifiques et économiques. Donc l'idée d'avoir un méthaniseur sur lequel on dit la charge qu'on va donner au méthaniseur, à la fois en qualité, c'est-à-dire le type, la nature des substrats, et puis en quantité, c'est-à-dire la charge organique qu'on va appliquer, on va la faire varier. C'est quelque chose qui n'est pas du tout un réflexe. Le réflexe qu'on a quand on dimensionne une unité de méthanisation, c'est de dire qu'il faut absolument qu'on sécurise les gisements pour les avoir stables au maximum, pour assurer un fonctionnement le plus lisse possible, avoir une production la plus lisse possible. Ça, c'est un peu le schéma de base. Si on veut changer de paradigme et dire maintenant on va modifier en fonction de la demande des réseaux le fonctionnement la charge des méthaniseurs, ça pose donc les 3 questions. C'est comment va se comporter le cœur de la méthanisation, c'est-à-dire la digestion anaérobie au sein du méthaniseur, du digesteur et peut-être post-digesteur. Comment ils réagissent lorsqu'on leur fait subir des changements de charge.
comment on va dimensionner les procédés pour faire ça, et puis c'est quoi les nouveaux business plans qui peuvent se générer si on décide d'appliquer ça. Donc on a essayé d'aborder toutes ces questions. L'idée que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Simon, c'est de faire un espèce de grand écart entre aller regarder dans la dégradation de la matière par voie biologique qui se passe dans un digesteur. Donc c'est le schéma qui est représenté à gauche là, voilà, qu'on va essayer de modéliser et d'être capable de simuler. Et puis le deuxième, le grand écart, c'est un changement d'échelle complet, c'est de voir à l'échelle des réseaux de distribution de gaz, en fonction des usages, comment eux ils sont faits, quelles sont leurs limitations et comment on peut intégrer des choses qui relèvent d'échelles à la fois temporelles et spatiales qui sont vraiment très différentes. On va essayer de faire le grand écart entre ces deux grands principes. Pour ça, pour aborder le sujet, on a 4 grands points qui sont les 4 carrés en bleu là sur l'écran. On a deux points qui sont des cas expérimentaux. Donc on a fait un suivi de cas sur un pilote et puis on a fait des tests en laboratoire pour faire de la caractérisation. Ça, c'est des choses qui ont été présentées aux précédentes JRI. Je vais quand même vous rappeler les principaux résultats. Et puis il y a 2 points, on a fait une modélisation du système complète, c'est-à-dire une modélisation qui intègre la modélisation du digesteur anaérobie lui-même, mais qui intègre aussi, qui va jusqu'à l'injection, où on modélise l'injection du réseau et en modélisant aussi les contraintes du réseau. Donc ça, je vais vous présenter l'approche. Avec Simon, on vous présentera les approches. Et puis, on va vous présenter une étude de cas, parce que c'est quand même le cas le plus intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça, et une étude de cas particulier qu'on a mis en œuvre, et sur laquelle on pourra déboucher peut-être sur une discussion avec des questions qu'on vous invite à poser tout au long de la présentation. Donc, le premier point, c'est une observation qu'on a pu réaliser dans le cadre du projet, au tout début du projet, en partenariat avec INEO à Toulouse. Ils avaient un pilote d'une dizaine de mètres cubes qui visait à voir un peu la question de microméthanisation sur des gisements de biodéchets essentiellement en milieu urbain. Et on leur a proposé de se joindre à notre programme sur la flexibilisation en leur demandant d'accepter de piloter leur digesteur en appliquant des périodes soit de famine, soit de changement de nature de déchets pour avoir des données de base déjà pour conforter des observations, des choses sur lesquelles on se doutait des réponses, mais pour avoir des confortations. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc ici, avec une première période, je pense que vous voyez mon pointeur, où on a appliqué des fruits et légumes avec une montée en charge jusqu'à une stabilisation. Puis on a créé une famine pendant l'été, et puis on a remis des fruits et légumes, et puis on est passé sur des déchets de cantine. Et donc ce qu'on a pu observer, c'est que le débit de CH4, lorsqu'on a créé la famine, s'est arrêté, puis on a pu reprendre sans difficulté. Par contre, lorsqu'on a changé de nature de déchets, là, il y a eu un petit souci avec une accumulation d'acide, du moussage, etc. Donc, on a planté le système. Ce qui nous a intéressé, nous, c'est cette période de famine-là où on a observé à la fin de la famine, lorsqu'on reprend, une accumulation transitoire d'acide qui a été finalement résorbée assez rapidement après et qui n'a pas empêché la production de méthane de manière continue. Donc, ça, c'était un premier point, c'est-à-dire le point de vigilance, c'est si on baisse la charge, lorsqu'on va la reprendre, il y a un risque de surcharge organique. Donc ça, c'est un point qui nous a particulièrement attiré notre attention pour les points sensibles sur la modélisation qu'on voulait appliquer. Donc par rapport à cette modélisation, justement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu que par rapport à ces questions de surcharge, après une période de sous-charge ou de famine, se pose la question de la constante de désactivation. C'est-à-dire que lorsque les micro-organismes, au cours de leur vie, ils vont se multiplier, puis il y a une constante sur les populations qui s'applique, qui représente une désactivation ou un décès des populations. Et on s'est rendu compte qu'on avait très peu de données fiables sur comment on pouvait quantifier ces constantes de décès. Donc elles sont mentionnées dans la littérature, mais les méthodologies ne sont pas très bien développées. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une méthodologie qui nous permet d'accéder à cette constante de décès. La méthodologie,
Elle consiste à tester les activités spécifiques des micro-organismes présents dans le digesteur anaérobie, spécifiques par rapport à des substrats intermédiaires qui ont lieu dans le schéma réactionnel. Et lorsqu'on a réalisé ces activités spécifiques, on a regardé comment, lorsqu'on applique une famine, ces activités chutent au cours du temps. Ça nous permet de définir une constante de désactivation. Donc, on en a déduit des valeurs de constante de désactivation. On s'est aperçu qu'elles étaient un petit peu supérieures à ce que la littérature proposait. Ça veut dire qu'il faut être un petit peu plus vigilant que ce que la littérature propose lorsqu'on calibre des modèles qui nous donnent des constantes de désactivation à une certaine valeur. Ça veut dire que ça se désactive un petit peu plus vite que prévu. Voilà. Donc, et en tout cas, on a sorti de ce travail une méthodologie qui nous permet de quantifier ça. Deuxième volet qui nous intéresse et sur lequel on va passer beaucoup plus de temps, ça, les choses précédentes ont déjà été présentées, ça c'est un peu nouveau. Voilà le cadre de ce qu'on a décidé de modéliser. Donc on a modélisé un système de méthanisation avec une unité de méthanisation dans laquelle les substrats arrivent. Et puis après, on a la chaîne de valorisation du gaz avec un stockage, de l'épuration et de l'injection. Et en fonction des capacités d'injection, ben, ça va orienter sur un torchage, c'est pas un mot très joli, enfin sur l'élimination d'un surplus de gaz qui ne peut pas être accepté dans le réseau. Obligatoirement, on va le faire passer par une torchère pour le convertir en CO2. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé sur des outils existants qu'on avait pour modéliser de manière dynamique la méthanisation, donc la digestion anaérobie, sur la base d'un modèle qui est connu par les gens qui pratiquent la modélisation de ces systèmes, qui est le modèle ADM1, Anaerobic Digestion Model numéro 1, number 1. Et puis, on a complété avec des outils et des briques de calcul complémentaires qu'on a implémenté plutôt sous Excel, là, pour nous permettre de réaliser le bilan complet sur la partie injection avec la partie stockage, épuration, injection. Donc ça, c'est le cadre général de ce qu'on a modélisé, avec l'idée, hein, ça revient au schéma que je vous ai montré au début, c'est de faire le lien entre les substrats et ce qui va rentrer dans le réseau. Donc, modéliser le système de digestion anaérobie, ça revient à... Donc, on a le schéma de dégradation de la matière avec des matières complexes qui vont finir par se dégrader en intermédiaire et donner du méthane. Donc, c'est connu dans la littérature. Les gens ont des outils à disposition aussi pour pouvoir faire une simulation dynamique de tout ce qui se passe avec ça. Le principe, c'est de décrire toutes les étapes ici. Vous avez toutes les étapes qui peuvent se passer dans la méthanisation. Ici, c'est les variables d'état qui représentent les différentes composés intermédiaires qui peuvent avoir lieu. Et puis, on va décrire les équations, à quelle vitesse se passe chacune des réactions. Donc ça, c'est le grand principe. Pour pouvoir renseigner le modèle et le faire tourner correctement, on a besoin de 4 éléments importants. La première, c'est d'avoir une connaissance de la composition des substrats pour savoir de quoi elle est composée en termes de matière sèche, surtout de matière volatile, donc matière organique, et aller plus loin dans cette matière organique, savoir qu'est-ce qui est biodégradable et pas biodégradable. Donc ça, c'est donné avec le BMP, le potentiel méthanogène. Et puis, il faut qu'on sache ce qu'il y a comme azote dedans, quelle est la nature en termes de composition, lipides, protéines, glucides, qui doivent rentrer. C'est des données d'entrée qu'il faut fournir au modèle. Ça, c'est des connaissances sur la composition des substrats. Ensuite, il va falloir donner un programme d'alimentation, c'est-à-dire dire par période, sur telle période, je vais choisir d'alimenter avec les substrats dont j'ai parlé, avec tel tonnage, et puis on peut modifier ce tonnage. Le principe d'avoir une flexibilisation, c'est que justement, cette donnée d'entrée, elle va être dynamique au cours du temps, c'est-à-dire qu'on va dire, on va donner un programme d'alimentation qui peut être variable. Et l'objectif qu'on s'est fixé pour notre travail, c'est être capable d'adapter ce programme d'alimentation aux besoins du réseau. Deux autres lots de paramètres. Il y a des paramètres physico-chimiques qui vont exprimer les équilibres, soit liquide-liquide avec les questions d'acidité, avec les constantes acide-base, et les équilibres gaz-liquide, puisqu'il y a beaucoup d'équilibres gaz-liquide qui rentrent en jeu dans le système et qui sont modélisés dans le système ADM. Et puis, il y a tous les paramètres cinétiques, avec
je vous passe le détail, mais en gros, dans ces paramètres cinétiques, on va avoir des choses qui relèvent des vitesses de croissance des micro-organismes, à quelle vitesse ils sont capables de faire les conversions, des différents groupes de micro-organismes qui sont impliqués, éventuellement des constantes d'inhibition qui sont associées à certains paramètres comme des quantités d'azote trop importantes, voilà. Et puis, on a un premier groupe qui est des constantes d'hydrolyse de matière qui vont nous décrire les cinétiques des premières étapes de la dégradation de la matière avec l'hydrolyse de molécules complexes en molécules plus simples qui vont rentrer après dans le métabolisme. Donc ça, il faut le fournir aussi. Et donc, pour fournir tout ça, on s'est basé à la fois sur des données de la littérature et puis sur des caractérisations qu'on a eu l'occasion, soit à Solagro, soit à l'INSA de Toulouse, de réaliser auparavant pour avoir des données sur les potentiels méthanogènes, sur des cinétiques de dégradation, etc. Donc, je n'ai pas le temps là de vous présenter un peu les stratégies pour obtenir ces paramètres, mais en tout cas, c'est des paramètres qu'il faut renseigner. Une fois qu'on a ces paramètres, on est capable de simuler la première étape qui est la digestion à l'anaérobie au sein du réacteur. Ensuite, on va générer des cinétiques de production à partir d'un profil d'alimentation. On va générer des cinétiques de production de biogaz associés. Et ensuite, on a un module de calcul qui, c'est un petit algorithme qu'on a développé avec Solagro là, qui nous permet, connaissant le volume du gazomètre, les différentes performances de l'épurateur et les capacités d'injection du réseau qui sont données heure par heure, de nous simuler ce que va devenir le gaz qui a été produit. Est-ce qu'il est injecté? Est-ce que le gazomètre est en train de se gonfler ou au contraire de réduire son volume? Est-ce qu'il y a la torchère se met en route pour éliminer le surplus de biogaz qui ne peut pas être épuré et envoyé vers le réseau? Donc ça, c'est la deuxième partie des éléments de simulation qui ont été intégrés dans notre modélisation. Donc on a une modélisation vraiment qui intègre le périmètre global qui va de la quantité de substrat en dynamique jusqu'à l'injection de biométhane en dynamique dans les réseaux. Je vais passer la parole à Simon qui va vous présenter maintenant le deuxième aspect pour pouvoir mettre en pratique tout ça. C'est un petit peu se focaliser sur la problématique réseau et puis le cas d'étude qu'on a choisi d'étudier. Donc Simon, je te laisse continuer. Merci, bonjour à tous. Oui, donc en parallèle des travaux là au laboratoire de l'INSA de Toulouse, nous on a essayé de définir un cas d'étude qui pourrait rendre service à des problèmes rencontrés aujourd'hui pour intégrer le biométhane dans les réseaux de gaz. Sur le graphe que vous voyez en haut de la diapo, la courbe bleue vous représente sur une maille de réseau de distribution. Hein. Une maille de réseau de distribution, c'est par exemple une petite ville, un village, voire un quartier dans les grosses villes, par exemple, ou plusieurs villages. Et vous voyez la consommation de gaz en bleu sur une année. Et vous voyez que cette consommation est fluctue beaucoup et très saisonnalisée. Ça va de 0 à 365 jours et ça commence en janvier. Donc vous voyez que les consommations sont évidemment en hiver et en été, on a ce qu'on appelle un étiage estival avec des consommations très faibles, à moins de 5000 nm3 par jour, alors qu'en hiver, on a des pointes qui dépassent les 45 000. Donc, quand on cherche à être accordé sur un réseau comme ça avec un méthaniseur, pour qu'on puisse injecter, il faut qu'en permanence, on ait au moins le débit de consommation sur cette maille-là supérieur ou égal au débit d'injection pour pouvoir injecter. Pourquoi? Alors, pour comprendre un petit peu la raison, c'est que aujourd'hui, les réseaux de gaz ont été construits sur la base de production centralisée ou d'importation massive, hein, puisqu'aujourd'hui on importe la totalité de nos gaz fossiles. Et ces importations ou ces productions sont connectées sur des gros réseaux de transport qui permettent de mailler la France à haute pression, typiquement 80 bars. Et ensuite, on va descendre avec des étages, avec des vannes de détente qui vont à chaque sous-niveau de distribution
descendent d'une certaine pression. Par contre, il y a une circulation que dans un sens, c'est-à-dire qu'on circule que du réseau de transport vers les réseaux et les mailles de distribution de pression inférieure, mais il n'y a pas de circulation dans l'autre sens. Jusqu'à très récemment, on va dire, on allait de la production au consommateur. Maintenant, vu qu'on vient connecter des nouveaux producteurs à des échelons de pression intermédiaires, on a du coup la contrainte que ce producteur doit satisfaire la zone aval à des plus basses pressions où il y a les consommateurs. Quand on a des problèmes, les opérateurs de réseau ont plusieurs outils, et je l'illustre là sur les graphes du bas. Donc là, vous voyez effectivement les plus grosses barres qui sont les réseaux de plus grosse pression. À chaque fois qu'on descend, on a une détente. Quand on vient raccorder un méthaniseur, donc le cylindre vert sur un réseau de distribution, si les branches en dessous n'ont pas assez de consommation, on peut faire un maillage, c'est-à-dire connecter deux réseaux de distribution qui sont en proximité géographique sans repasser par les réseaux de transport, ce qui fait qu'on va avoir un équilibrage des pressions et élargir le périmètre géographique de consommation pour le méthaniseur. Ou plus récemment, et dans le cas où il y a un besoin important, on peut faire un rebours. Donc en parallèle de la vanne de détente, on va mettre les opérateurs, quand il y a trop de production par rapport à la consommation sur le réseau de distribution, de faire remonter du gaz à des réseaux de pression supérieure et jusqu'à potentiellement le réseau de transport. Donc ça, c'est plus récent. Il y en a quelques-uns qui sont en service en France depuis maintenant quelques années, 2-3 ans, je pense, les plus anciens et encore. Néanmoins, ce sont des équipements qui peuvent coûter cher, que ce soit l'émaillage et les rebours, qui consomment de l'énergie. Donc, toute stratégie, option qui pourrait permettre de résoudre ces problèmes de cogestion de manière plus simple, ou des solutions qui permettent aussi d'attendre, c'est-à-dire que juste pour un méthaniseur, peut-être qu'on va pas trouver comment dire, un équilibrage ou une justification économique nécessitant de déclencher la création d'un rebours, quitte à faire un rebours, autant le faire d'une certaine capacité. Les coûts varient peu selon la capacité, donc il faut attendre d'avoir un volume suffisamment important pour justifier économiquement de l'avoir. Donc en attendant d'avoir un rebours, par exemple, ou pour des zones où vraiment le rebours sera difficile à mettre en œuvre, ou le maillage, on cherche donc des solutions autres telles que on essaye de tester là. Alors avec GRDF, on s'est rapproché d'eux pour essayer de trouver un exemple assez représentatif. Alors il y a plein d'exemples de cas, mais on a essayé de trouver un exemple qui montre différentes spécificités. Donc vous retrouvez là sur le graphe une année avec la courbe en bleu qui est la consommation sur la maille étudiée, et en orange l'injection d'une unité de biométhane sur cette courbe-là. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en hiver, la consommation est toujours largement supérieure, mais qu'à partir de notamment avril, on voit qu'on commence à avoir un petit peu donc à partir des 1000 jours à peu près, on commence à avoir, alors on ne le voit pas dans le détail, mais c'est souvent les week-ends, les dimanches, les samedis, où des acteurs, par exemple type industriel, des gros consommateurs s'arrêtent. On commence à avoir des problèmes donc au printemps, et en été, on a même des périodes de plusieurs jours avec une impossibilité d'injection si rien n'est fait. Voilà les données qu'on a utilisées pour rentrer dans pour faire une évaluation technico-économique à échelle 1 sur un cas type. Donc en parallèle, on a aussi comment dire, modélisé une unité type. Alors on a pris une taille de 150 nanomètres-cubeurs qui représente en gros l'unité, la taille moyenne d'unité raccordée sur le réseau de distribution actuellement. En termes d'intrants, on a pris une unité avec un mix 50% d'éjection animale et 50% culture intermédiaire divers. Donc là, vous voyez le résumé en tonnage brut par an. Hein, sur 22 000 tonnes par an, on a 10 000 tonnes
de cives, de culture intermédiaire, le reste avec une répartition fumier-lisier, un peu de fiente de volaille. Les cives permettent d'avoir une matière stockable et donc de pouvoir l'utiliser ensuite pour la modulation de la production. Je peux donner un ou deux éléments en plus sur le dimensionnement. Donc ça, c'est une unité qui permet sur une année d'injecter environ 13,5 gigawattheures. Et c'est une unité qui, on reviendra sur les éléments économiques, mais qui est de l'ordre de 7 millions d'euros en investissement. Je te laisse reprendre la main, ouais, Sébastien. OK. Pour aller un peu plus loin, donc à partir de l'ensemble de ces données de définition d'une unité qui a été vraiment traitée comme un projet à part entière par Solagro, hein, et avec les données des réseaux fournis par GRDF, on obtient finalement la possibilité de réaliser les simulations dont on a parlé au début avec les outils dont on a parlé. J'ai rappelé quelques points ici. Donc, c'est un digesteur avec un temps de séjour global de 70 jours, un gazomètre qui correspond à la possibilité de stocker environ 8 heures de biogaz. Et lorsqu'on fait des simulations, alors sur certaines courbes que vous allez voir, le début est un peu chaotique. Il faut imaginer que lorsqu'on lance une simulation dynamique, il y a une initialisation du système et on va d'abord monter sur un régime permanent intermédiaire pour pouvoir équilibrer tout le système avant d'avoir des résultats intéressants. Donc, il faut s'intéresser aux résultats à partir du 100e jour. C'est pour ça que les résultats sur une année sont présentés jusqu'à 450 jours, mais en fait, les 50 premiers jours sont à oublier. Sur un système tel qu'on a, il y a un point important, c'est que dans le dimensionnement du poste d'injection, les postes d'injection, ils sont dimensionnés de quoi absorber un petit peu plus que la capacité nominale pour laquelle ils ont été designés. Donc là, on a considéré qu'ils étaient capables d'encaisser 10% en plus par rapport à la quantité de biogaz qu'ils peuvent prendre d'habitude, enfin en régime nominal. Ce qui fait que pour un système qui a une production de 150 normomètres cubes par heure, on a 165 normomètres cubes par heure de pic maximal. On a un écrêtage maximal à 165 normomètres cubes pour l'épurateur. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir dépasser cette valeur. Voilà. Il y a aussi à prendre en compte le fait que lorsqu'on fait une production de biogaz, avec les off-gas qui peuvent être perdus dans l'épurateur, avec des besoins, surtout des besoins de chauffage, d'énergie interne à l'installation de méthanisation, il y a une partie du flux de biogaz qui n'est pas mobilisable. Et donc ça, on a estimé que c'était un peu moins de 10%, 8,8% qui était non mobilisable en injection. Ce qui fait que sur la production qu'on a de 152 normomètres cubes par heure, de vraiment injectable, on a 139 normomètres cubes par heure. Donc, si on réalise des simulations, voilà ce qu'on va avoir. Avec une alimentation continue, on obtient 139 normomètres cubes par heure de biométhane injectable. Donc, l'approche qu'on a utilisée, c'est de faire un bilan sur 365 jours et d'en tirer des indicateurs qui sont la production de gaz injectable qui a été réalisée, l'injection réelle qui a été réalisée, et puis la différence, ça va être du gaz qui a été torché, qui représente une perte qui peut être parfois significative. On va présenter les résultats de cette forme-là. Les parties gaz vont être en orange et bleu, et dessous, on va avoir notre substrat pivot, quelle est la charge organique qu'on va appliquer. Donc là, c'est le cas ici, qu'on va reprendre tout à l'heure, mais c'est le cas où tout est alimenté en continu, non-stop, toute l'année, avec la même recette. Donc ça donne le profil qui est ici. Tout l'objectif pour nous, ça va être d'adapter cette courbe grise là pour arriver à s'adapter aux contraintes réseau, parce que là, on voit que ce qui est injecté réellement, par rapport à ce qui est produit, c'est pas du tout la même chose. En particulier en été, on injecte beaucoup moins que ce qu'on produit. Donc tout ça, ça va être du gaz qui va être torché. Donc à partir de ces indicateurs, on va pouvoir démarrer différents scénarios.
Donc, je vais vous présenter ces scénarios. Donc, le cas de base, c'est celui-là. Le cas de base, c'est un peu plus d'1 200 000 nombromètres cubes de méthane qui a été produit et qui est vraiment injectable. Ben, on en a injecté que 1 100 000. Donc, on a perdu pas mal. Presque 5% du biogaz qui a été produit, enfin même du méthane qui a été produit, a été perdu en torchère sur un scénario comme ça. Parce que ben, finalement, en appliquant une recette constante, on a une surproduction, en particulier en été. Donc la stratégie qu'on a démarrée, la première, c'est on va essayer de limiter l'alimentation en cive la veille des jours où il y a un besoin d'effacement. Donc il y a des jours qui apparaissent où on a un besoin d'effacement et du coup, la veille, on décide de couper l'alimentation en cive et puis le lendemain du besoin d'effacement, on va reprendre l'alimentation. Donc ça nous permet d'avoir finalement une alimentation un petit peu discontinue comme ça, avec des périodes carrément où on a plusieurs jours d'affilée où on arrête complètement l'alimentation en cive. Et ça nous permet de nous adapter plus ou moins à ce que le réseau est capable d'encaisser. Donc, lorsqu'on fait ça, ben, on limite grandement les pertes en torchère. Par contre, on produit un petit peu moins que ce qu'on avait pu produire dans le scénario de base. Pour essayer d'améliorer un petit peu les performances de production, ce qu'on a décidé, c'est de dire, en fait, ce qu'on va faire, c'est non seulement on va s'effacer la veille, mais en plus, lorsqu'on va reprendre, on va appliquer une surcharge, c'est-à-dire que ce qu'on n'a pas mis la veille, ce qu'on n'a pas mis pendant les jours où on a décidé de s'effacer, on va le mettre en surplus immédiatement après la période. Ce surplus, c'est ce que vous voyez là, c'est-à-dire que ici, on a un besoin d'effacement, on arrête d'alimenter les cives. C'est typiquement un cas d'un week-end, ça. Et le lendemain, à partir du dimanche soir et du lundi, pendant 2 jours, tout ce qui n'a pas été injecté en cive le week-end, ben, on les injecte les 2 premiers jours. Ça fait une petite surcharge. En faisant ça, ben, on arrive à améliorer la production de biométhane qui a été injectée de manière assez intéressante. Et tout en gardant des pertes qui sont beaucoup plus raisonnables que les 5% qu'on avait au départ. Et la dernière adaptation qu'on a décidé de réaliser et sur laquelle on a poussé l'ensemble des scénarios de simulation, c'est un cas où en plus de cette surcharge qu'on va appliquer les 2 premiers jours après effacement, on va se forcer à avoir la consommation de cive équivalente au cas où, de base, s'il n'y avait pas de contrainte réseau. C'est-à-dire que le tonnage qui avait été prévu en cive, on va le garder et par contre, en période hivernale, on va l'appliquer. Ici, on va augmenter le pourcentage de cive dans la recette. On va faire une petite surcharge lors des périodes hivernales. Ce qui fait qu'en le cas de base, il est plutôt en période été et saison intermédiaire. Et en hiver, on va charger vraiment les cives de manière plus importante. Donc en faisant ça, on conserve des pertes en torchère qui sont faibles. Par contre, on va augmenter les quantités injectées de manière significative. Donc alors, ça prend un petit peu de temps à mettre en place tous ces scénarios, mais on a pu les synthétiser et les résultats qu'on a obtenus nous ont permis de tirer quelques conclusions. Et avant de tirer des conclusions, je réponds de suite à des questions qui pourraient arriver. Je n'ai pas encore regardé les questions dans le chat, mais c'est lorsqu'on fait des surcharges, finalement, qu'est-ce qui se passe en termes de stabilité? Donc là, ça a été illustré ici. À gauche et à droite ici, on voit les profils qui ont été appliqués là. Ce qu'on voit, c'est comment évolue le pH lorsqu'on applique ces surcharges et comment évoluent les concentrations en acide. Ce qu'on a observé, c'est effectivement des concentrations en acide qui peuvent augmenter lorsqu'on a eu des longues périodes de famine, mais dans des proportions qui restent assez raisonnables et qu'on a vu à la fois par expérience et par les simulations qui ne sont pas du tout rédhibitoires pour une reprise normale du système.
Donc en fait, on a un système biologique qui reste assez stable parce que les surcharges organiques qu'on applique restent suffisamment modérées, parce qu'on a toujours cette alimentation de fond par les substrats d'éjection d'élevage qui reste lui constant et qui va être apporté tout au long de l'année. Deuxième chose qui peut être intéressante, c'est est-ce que la qualité du gaz est susceptible de bouger? Le modèle, les simulations réalisées grâce au modèle ADM1 qui a été présenté, elles permettent d'avoir une idée des modifications possibles sur les compositions de gaz qui sont produites. Et on voit des oscillations forcément lorsqu'on fait des périodes où on arrête puis on reprend l'injection de CIF dans le système. Mais là encore, avec des écarts sur la qualité du gaz qui sont tout à fait compatibles avec les prescriptions techniques au niveau des postes d'épuration d'abord, puis d'injection. Donc on peut faire un bilan des scénarios. Je vais laisser Simon faire ce bilan en deux parties, un bilan un peu technique et un bilan économique qu'on a pu réaliser grâce à des simulations aussi de Solagro. Voilà, donc vous retrouvez là sur ces graphiques un résumé des différents tests qui ont été menés. Donc c'est les données qui ont été présentées avant, mais qui sont synthétisées sur un même graphique. Donc à gauche, vous avez le débit moyen injecté par an. Donc ça donne une idée de la quantité de biométhane qui est valorisée sur le réseau. Qui dit valorisé dit aussi recette qui est vendue. Donc vous retrouvez à gauche le cas type où on n'aurait aucune restriction du réseau. Donc là, on valorise à environ 140 nanomètres cubes par heure. Si on fait rien et qu'on place cette installation avec les contraintes observées sur le réseau, ben finalement une partie est torchée et on est plutôt aux alentours de 130 nanomètres cubes heure. D'où une perte. Donc vous avez en parallèle sur le graphique de droite le taux d'injection. Donc ce qui fait qu'on passerait de 100% à 95%, d'où les 5% qui sont perdus par torchage. Ensuite, quand on fait le premier essai, donc on s'efface pour éviter de torcher. On voit que ça marche plutôt bien puisqu'on retrouve un taux d'injection de 100% de ce que du biométhane produit après épurateur. Par contre, sur le graphe de gauche, on voit que on a injecté moins que ce qu'on a fait si on était juste écrété avec le torchage. Donc ça, c'était pas trop satisfaisant. Donc ensuite, les stratégies qui ont été faites, expliquées par Sébastien pour remonter plus facilement en charge, c'est le cas suivant. Et là, on voit que ça marche puisqu'on arrive à remonter à 130 mètres cubes par heure en moyenne d'injection. Mais on voit qu'on est encore loin d'un cas type où on aurait un méthaniseur raccordé au réseau sans contrainte. Donc on voit que ce méthaniseur, il est encore contraint par rapport au même type de méthaniseur qui serait sur un réseau avec des capacités suffisantes. Ben, on voit qu'il est bridé puisqu'il ne fait que 130. D'où l'idée d'aller ensuite surproduire sur d'autres périodes, d'autres mois de l'année, un peu plus, de manière à retrouver quasiment sa capacité nominale sans contrainte de 138, presque 140 en mètres cube heure. Et on voit que le taux d'injection sur ces trois derniers cas est supérieur à 99%. Donc il y a quelques pertes liées à des dynamiques et parfois malgré le pilotage, malgré le gazomètre, ne pas oublier qu'à chaque fois le gazomètre est aussi utilisé, et ben parfois on dépasse un petit peu la capacité d'injection et donc il y a un petit peu de torchage, sachant que ça reste une simulation théorique. Alors comment ça se répercute? Merci. Est-ce qu'on Oui. peut aller très vite sur la conclusion, s'il vous plaît? Ouais. Donc là, on peut dépasser. Oui, ok. Donc le bilan économique, donc on a encore deux diapos. On va retrouver donc l'impact. Évidemment, moins on va produire, c'est un effet sur les OPEX en moins, puisqu'on va moins mobiliser de matière, moins acheter de matière. Donc on retrouve les cas en fait où on produit moins. Vous voyez sur le graphe des OPEX à gauche une baisse. Sur le TRI, donc c'est
ce qui montre la rentabilité du projet, c'est du TRI projet après impôt, non, pardon, TRI après impôts et taxes. On voit qu'on est à 6% dans le cas initial, qu'on baisse quand on se dégrade la production et l'injection, et qu'on arrive à retrouver dans le dernier cas quasiment 6%. Et enfin, sur le DSCR c'est le terme anglais, mais en fait c'est le taux de recouvrement de la dette, ce qui est un indicateur aujourd'hui principal pour avoir l'autorisation des banques, pour avoir le prêt. Et on voit qu'il est de 130% dans le cas initial et qu'il est assez fortement dégradé. Il ne passerait pas dans les autres cas. Sauf dans le dernier cas, on voit qu'on arrive à le reconstituer quasiment. Donc on voit que cette solution peut quand même permettre de recréer un cadre économique suffisant pour trouver un financement avec des contraintes de réseau assez importantes, 5% de perte, on l'a vu si on faisait rien. Voilà. Pour en terminer, pour pouvoir passer aux questions. En conclusion, on a pu développer un outil et on a montré par le calcul là les possibilités de mieux répartir un substrat pivot, hein, qui peut être des stratégies qui peuvent être tout à fait intéressantes pour le futur un petit peu de l'injection en réseau. Juste pour vous signaler qu'il y a une suite à cette histoire. On va approfondir les scénarios dans le cadre d'un projet qui est aussi financé par la chaire INSA GRDF qui démarre à la fin de l'année là, pour pouvoir étendre les scénarios prospectifs avec l'objectif de proposer à la fin de ce programme FlexiMeta 2 un appel à projet pour qu'il y ait de l'expérimentation grande échelle qui pourrait être réalisée pour valider un petit peu tout ce qu'on a établi par le calcul et par les scénarios. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et on va passer un petit peu aux questions. Sachez que le rapport complet, il est disponible en téléchargement à l'adresse qui est indiquée dans les slides qui seront disponibles aux participants du webinaire. Et puis pour nous contacter, Simon ou moi, pour avoir de plus amples renseignements, n'hésitez pas, il y a nos adresses mail ici. Voilà Alice, je vais te laisser Merci continuer. Sébastien, merci beaucoup Sébastien et Simon pour cette présentation. J'ai partagé le lien du rapport dans le chat pour ceux que cela intéresse aujourd'hui. Nous avons déjà quelques questions dans l'onglet questions. N'hésitez pas à les partager pour participer aux échanges dans les 15-20 minutes qui nous restent. La première question, est-ce que vous pouvez nous dire comment sont déterminés les besoins d'effacement qui forment les contraintes de votre modèle pour le réseau? Je peux peut-être répondre. Donc là, on s'est basé vraiment sur GRDF qui nous a fourni des relevés de cas réels, de mailles, de consommation sur des mailles. Donc c'est eux qui ont filtré et qui nous ont proposé des cas types, nous qu'on a retenus. Et quand on superpose cette courbe de consommation par rapport à la ligne de production annuelle de notre méthaniseur, à chaque fois que la consommation est en dessous, ça veut dire qu'il faut qu'on s'efface. Alors, petite subtilité, là, c'est vrai que dans la simulation, on a un point de vue où on sait exactement ce qui va se passer dans l'avenir, puisque c'est une courbe historique. Et nous, on se place dans un cas où on sait à l'avance que demain, il y aura une baisse, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que même si le réseau de gaz est quand même moins équipé que les réseaux électriques, les opérateurs gaziers travaillent de plus en plus à avoir une connaissance en temps réel des niveaux de consommation et à prévoir l'évolution aussi de consommation, de manière notamment à pouvoir prévenir les producteurs s'ils vont avoir des besoins d'effacement ou pas. Même si effectivement, là, nous, on était dans une condition où on sait à l'avance ce qui va se passer la veille, ce qui n'est pas complètement la réalité aujourd'hui, mais ce qui va le devenir de plus en plus. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je peux préciser que déjà depuis quelques années, GRDF prévient les producteurs qui sont sur des mailles à risque de saturation. En général, effectivement, dans les jours qui précèdent, qu'il y a un risque de saturation sur la journée du lendemain. Ça ne veut pas dire que ça se concrétise à chaque fois, mais ça leur permet, ça peut permettre d'ajuster l'alimentation, par exemple, s'ils ont un substrat pivot modulable dans leur ration.
Justement sur cet effacement, la question de savoir si supprimer l'alimentation une journée avant suffit en termes de cinétique à baisser la production de façon suffisante par rapport aux besoins d'effacement. Dans ce cas-là, j'ai l'impression que oui, globalement. Alors, oui, dans ce cas-là, globalement, ça peut effectivement, puisque la preuve, c'est qu'on arrive à des taux de gaz qui sont torchés, qui sont assez faibles. Donc, dans ce cas-là, oui. C'est pour ça que c'est important de bien refaire, approfondir ce travail avec des cas de scénarios différents, parce que il y a une spécificité quand même, c'est que on a une grosse quantité. On a quand même, faut bien imaginer que supprimer la charge en CIF, c'est supprimer la moitié de la charge organique qui arrive. Donc c'est quand on fait ça le week-end, c'est quand même beaucoup de matière, et donc il y a quand même une réponse significative qui fait que oui, ça va baisser assez rapidement. Après, il y a des optimisations à faire sur le moment précis où il faut démarrer l'arrêt. Et on pourrait même imaginer des arrêts progressifs, un lissage un petit peu de tout ça. Ça pourrait être envisageable en travaillant de plus près. Là, on a fait un scénario un peu grossier, c'est-à-dire, la veille, on arrête. Et effectivement, comme c'est des matières qui ont pas mal de substrats qui sont rapidement biodégradables, qui sont intégrés, il y a de suite une production de biogaz qui se met en place lorsqu'on en rajoute ces matières. Et du coup, qui ne se met plus en place lorsqu'on ne les rajoute pas, quoi. Ça, c'est lié aux propriétés cinétiques de dégradation de ces matières. Ouais. Merci. On a la question pour complexifier un scénario supplémentaire sur le plan économique qui est proposé avec une taxe pour le gaz torché pour l'effet de serre ainsi engendré, un genre d'émission CO2 supplémentaire. Est-ce que ça donnerait plus d'intérêt économique à la dernière solution préconisée? Je peux répondre peut-être. Alors, il y a plusieurs choses dans la question. Donc, effectivement, oui, bien sûr, si on venait taxer le gaz torché, on rend encore plus favorable ceux qui n'en torchent pas. Après, ce qu'il faut voir, c'est que même sans le taxant, on voit que dans tous les cas, les exploitants ont intérêt à ne pas torcher, parce que dès qu'on torche, c'est des intrants, donc des coûts d'exploitation en plus qui sont pas valorisés et des recettes en moins parce qu'on touche pas le prix. Donc aujourd'hui, ils ont déjà beaucoup d'incitations pour essayer de le faire. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils le font pas forcément parce que derrière, il y a quand même un pilotage fin et un risque. Je pense qu'ils le font pas forcément aussi pour des questions de crainte enfin Sébastien pourra compléter, mais de crainte de perturbation trop importante de la biologie et de perte ensuite comment dire, de dégrader fortement la biologie du réacteur et d'avoir ensuite des problèmes de production. Après, par rapport à le taxer sur l'effet de serre, ouais, c'est un petit peu, ça reste un gaz renouvelable, donc quand on le brûle, on le fait en CO2. Donc au final, le CO2 qui est émis, c'est celui qui a été capté avant. Donc on a l'effet de serre, il est un peu indirect éventuellement par le biométhane qu'on n'a pas injecté et donc on n'a pas substitué du gaz fossile. Donc, je sais pas, ça me paraîtrait un peu bizarre de venir taxer ce torchage, mais et de donner encore une contrainte supplémentaire, sachant que déjà l'exploiter des méthaniseurs, c'est déjà assez complexe. Donc, venir mettre un peu cette contrainte là-dessus, voilà. Je pense que l'incitation à injecter me paraît déjà suffisante pour que les personnes cherchent à le faire. Merci Simon pour cette réponse. On nous rappelle que la compensation sur l'année n'est possible que si la production est annualisée, ce qui est un point réglementaire relativement délicat. Je ne sais pas si vous avez un peu travaillé sur cet aspect. Bah, il a été autorisé depuis quelque temps maintenant. Il est possible d'annualiser la production, donc c'est une possibilité qui est maintenant possible. Mm.
qui est maintenant ouverte. Voilà, ça demande un avenant, si mes souvenirs sont bons, au contrat et l'accord du gestionnaire de réseau, mais maintenant c'est possible. Depuis juin 2023, si c'est la dernière série de décrets. La question qui va avec, c'est de savoir si est-ce que vous avez simulé un réajustement de la CMAX dans la version avec production effacée? Non, justement, on a juste, c'est très limité, on a juste considéré une capacité de production de l'épurateur de 10%. Donc, on est sur quelque chose, sur les dimensionnements actuels, on n'a pas considéré de surdimensionnement important des équipements et donc on est sur une petite plage, on reste sur quelque chose de à la marge, on va dire. Merci. Du coup, la question sur un peu plus large, est-ce qu'on peut dimensionner une installation en fonction de l'écart observé entre été et hiver? Alors, pas complètement très clair, mais Si, pour bien le... sûr. Oui, oui. Bah, je peux dire, peut-être que Sébastien, tu compléteras, mais c'est clair que si demain on se rend compte que il y a d'intérêt à mettre en œuvre ces solutions et il y en a probablement un et que pour gérer des gros écarts, il faut qu'on ait un peu plus de capacité, ça peut être étudié. Après, est-ce que ça vaudrait le coup ou pas de surdimensionner certains équipements, donc des CAPEX en plus par rapport aux gains? Voilà, c'est à regarder au cas par cas, mais tout à fait, ça peut être envisagé. Sur le sujet de la CMAX, il y a Luc Budin, délégué général du Club Biogaz, qui nous rappelle que si on veut annualiser, actuellement, c'est sur la base de 8200 heures de fonctionnement, ce qui est assez bas par rapport au réel des fonctionnements des méthaniseurs, qui est plutôt au-dessus de 8500 heures. Donc, c'est pas toujours un calcul gagnant, si j'ai bien compris les débats en cours en ce moment. On a une question par rapport au fait que dans votre scénario, vous avez une base d'effluents en élevage, donc avec un pouvoir tampon assez important. Quels seraient les effets s'il n'y avait pas ces effluents dans la ration pour stabiliser finalement les variations d'activité du consortium microbien? Impossible à dire sans avoir les cas précis dont on voudrait parler là. Ce qui est sûr, c'est que effectivement, le fait d'avoir ces effluents d'élevage qui vont venir vraiment tamponner le système, c'est une sécurité. À la fois, ça assure une ligne de base de production de biogaz, y compris lorsqu'on décide de s'effacer, on produit quand même. Mais surtout, enfin, il y a un pouvoir tampon dedans qui est vraiment intéressant, sans compter un apport finalement d'outils enzymatiques et micro-organismes présents dans les déjections elles-mêmes qui contribuent à une diversité et une activité microbienne. Donc ça, c'est pour ça que oui, c'est assez confortable les effluents d'élevage pour ça. Si on était dans le cas de choses un peu plus enfin différentes, où il n'y aurait pas cette base-là, là, ça pose des questions sur finalement, de manière très, même sans parler que de pH, mais du pouvoir tampon du système et les perturbations liées à des surcharges ou des sous-charges pourraient être exacerbées en fait. Et là, ça pourrait vraiment poser des problèmes de contrôle commande et de gestion du système, avec des risques d'acidose qui pourraient être un peu plus marqués. Et là, ce serait un petit peu jouer avec le feu. Et je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment équipé. Alors, je pense que c'est des choses qu'on peut mettre en place en s'équipant bien, avec des outils un peu pointus, qui peuvent être mis en place sur de la méthanisation plutôt d'effluents industriels, par exemple. Mais sur un schéma agricole tel que sur lequel on est parti, sans effluents d'élevage, ça pourrait être un peu touchy, ouais. Ok, merci. Alors j'ai une question. Si je peux compléter, pardon Alice, si je peux compléter, en fait, ça peut faire partie des scénarios qu'on va prospecter un peu pour essayer d'illustrer. Ça peut faire partie des scénarios qu'on va modéliser dans le deuxième volet qui va avoir lieu en 2024 sur ce projet-là. Voilà. Voilà.
Merci. Moi, j'ai une question. Votre projet portait sur la flexibilité des réseaux de gaz, avec leur très grande variation de consommation l'été par rapport à l'hiver. Est-ce qu'il y a des travaux en cours, des réflexions par rapport aux réseaux d'électricité qui ont d'autres dynamiques et pour lesquelles les unités en cogénération contribuent à la production d'électricité selon un modèle particulier? Simon va se faire un plaisir de répondre à cette question, je pense. Ouais, alors nous, côté Solagro, effectivement, on mène un programme sur 3 ans où on regarde comment les méthaniseurs peuvent apporter de la flexibilité vis-à-vis du réseau électrique. On réfléchit avant tout à des modulations de consommateurs d'électricité ou de la production. On n'a pas effectivement ce qui est joué sur la production de biogaz et serait aussi un levier, mais qu'on n'a pas prévu d'étudier spécifiquement. Et c'est avant tout traité ici. Mais bien sûr, ce qui est développé ici peut tout à fait être mis au service d'une flexibilité, que ce soit pour des cogénérateurs, si on voulait vraiment avoir effectivement parfois fonctionner à un régime plus bas en été quand on aura beaucoup de production ONR photovoltaïque par exemple, ou peut-être des oui, voilà, ou d'autres contraintes, parce qu'on a aussi des effets jour, semaine, week-end sur l'électricité, par exemple. Mais ça peut aussi être éventuellement joué aussi même pour des méthaniseurs en injection de biométhane, puisqu'on a des consommations électriques non négligeables, et donc ça permet aussi de moduler les consommations d'électricité. Mais voilà, donc on regarde ça sur un autre programme, même si le volet intrant de matière est pas forcément regardé de manière plus détaillée que ici. Enfin, Ouais. même on le retravaille pas, on va dire. Pour compléter, si on a fait ce travail-là, c'est aussi parce que les travaux qui ont eu lieu jusqu'ici sur ces questions de flexibilisation, ils ont été faits pour les réseaux électriques justement. Alors peut-être pas beaucoup en France. Il y a eu pas mal de travaux au LBE à Narbonne sur le sujet par rapport à l'électricité là, enfin, par rapport à la cogénération. Il y a eu des travaux en Allemagne beaucoup. Il y a des mises en application, mais il y a quand même la spécificité de l'espace temporel là qui est quand même important. Les réseaux électriques, parmi les questions qui se posent, c'était des adaptations à l'heure hein, pour répondre à des marchés spot. Et donc, c'est pas du tout les mêmes mécanismes qu'on va mettre en jeu. Et on a souvent besoin de substrats hyper réactifs pour pouvoir mettre ça en jeu. Donc, c'est un petit peu différent quand même. Donc, il y a des choses transposables et il y a des choses qui sont bien spécifiques, mais qui ont déjà été un petit peu abordées aussi, enfin, qui ont été abordées déjà à la fois dans la littérature et puis un petit peu, et puis certaines mises en place. J'ai quelques exemples en Allemagne. Ouais. Oui, où là, il y a carrément une réglementation, enfin, des Mm. contrats d'achat spécifiques avec la flexibilité, Mm. etc. Mais ça, c'est un Mm. autre débat. Juste pour quelque chose qu'on vous a pas présenté, mais juste parce qu'une des questions qui peut se poser immédiatement, c'est quand on veut adapter, est-ce que finalement augmenter le stockage tampon, ça suffirait pas? Nous, on a fait les simulations juste pour le plaisir. En fait, absolument pas dans ces cas-là, parce qu'on est sur des temporalités qui sont beaucoup trop longues. Et en fait, même en doublant ou en triplant ou en quadruplant les capacités de stockage, ça ne répond pas du tout aux enjeux des réseaux de distribution là. Donc, il faut trouver d'autres leviers. Alors que sur l'électricité, ça peut fonctionner ça. Merci. On a une question sur la ration, sur les cas typiques avec le fait que l'été, les troupeaux sont souvent en situation de pâturage avec moins de fumier disponible. Est-ce que vous avez des éléments sur les limites des proportions de ration fumier-cive et notamment sur le schéma que vous avez est-ce qu'on est vraiment sur du même quantité de fumier qui arrive tous les jours ou est-ce que en concret sur le terrain c'est plus varié du fait de la Alors moi, saisonnalité des je peux laisser stabilisations? Simon répondre sur la deuxième partie, mais juste moi, je peux répondre sur quelque chose de très précis, c'est que
les scénarios qu'on a étudiés sont quand même un petit peu simplifiés, hein, c'est-à-dire on a fait l'effort de proposer des modifications temporelles dans les alimentations. Par contre, on n'est pas allé jusqu'à une modélisation très fine de la qualité et de la quantité de chacune des catégories des substrats qui effectivement peut être variable. C'est des choses qui, si on récupère les données, c'est extrêmement simple à mettre en œuvre pour simuler tout ça. Par contre, il faut récupérer les données. Et ça, c'est des choses un peu plus délicates. Mais je vois très bien effectivement, on peut avoir des modifications et on peut avoir des pénuries bah, de certains lisiers ou certains fumiers en été, ouais. Je sais pas, Simon, si tu veux rajouter Ouais, quelque chose là-dessus, mais... c'est une de mes collègues qui a fait cette modélisation plus fine. Moi, je suis pas suffisamment expert sur ce détail-là, mais effectivement, je pense que je sais pas ce qui a été modélisé exactement. Vous avez raison, on prend en compte quand on dimensionne les méthaniseurs une saisonnalité, on fait des bilans en général au pas de temps mensuel et les rations évoluent parfois un petit peu. Modulo aussi le fait qu'il y a quand même un peu de capacité de stockage d'intrants, même si certains intrants peuvent se dégrader ou émettre en stockage, donc on limite quand même le stockage de certains intrants pour ces questions-là. Mais je peux pas répondre plus précisément, désolé. Et puis ma collègue n'est pas là aujourd'hui, je peux pas. Pas de souci. Merci beaucoup. Je vois une dernière question qui va vous faire plaisir. Finalement, il faudrait que chaque site fasse sa modélisation pour optimiser au mieux sa production en fonction de ses entrants. Ouais, alors, c'est très bien cette dernière question parce qu'elle me permet de rajouter une ouverture. Bah, ouais, dans l'idéal, plus on est précis dans le dimensionnement et le montage des projets, mieux c'est. Maintenant, les dimensionnements tels qu'ils sont réalisés jusqu'à présent, ils vont pas jusqu'à là. C'est-à-dire que je connais pas, enfin peut-être que, enfin je suis pas assez dans le milieu peut-être des bureaux d'études, mais les bureaux d'études, à ma connaissance, n'utilisent pas une simulation dynamique des productions dans le digesteur pour réaliser le dimensionnement. Et donc, en admettant que les bureaux d'études et ou les constructeurs s'équipent de ça, ce qui peut être le cas de certains, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord monter en compétence parce que c'est des, enfin voilà, c'est pas non plus tout simple. C'est pour ça qu'on a mis un peu de temps pour réaliser tous ces scénarios. Et la deuxième chose, ça veut dire être capable de générer des données. On a vu que c'est compliqué déjà de récupérer et d'harmoniser des données sur les potentiels méthanogènes. Pour faire les simulations dont on est en train de parler, il y a un deuxième point qui est important et indispensable, c'est d'avoir des données sur les cinétiques de dégradation des substrats et en particulier comment chaque substrat a une propriété cinétique qui lui est propre. Ce qui fait que effectivement, prendre une cive comme pivot ou prendre du fumier comme pivot, c'est pas la même chose. Et du coup, ça pose la question d'une méthodologie et de l'acquisition de bases de données sur les grandeurs cinétiques de dégradation, en particulier sur les cinétiques d'hydrolyse. Donc là, c'est un vaste sujet qui pourrait être passionnant à mettre en œuvre, comme on avait mis en œuvre des études interlaboratoires pour l'harmonisation des protocoles de BMP. Peut se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas faire la même chose pour les données cinétiques, avec un challenge un peu plus compliqué, je pense. Mais est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Est-ce que les gens vont l'utiliser après? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est un truc de chercheurs et puis ils peuvent donner quelques billes de temps en temps. Voilà. Mais en tout cas, je lance un appel. S'il y a des gens qui sont chauds pour faire une étude de ce type-là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se pose des questions là-dessus, qui propose des réponses. Et s'il y a quelque chose à faire, un chouette programme, n'hésitez pas à me contacter. Et
J'ai juste complété peut-être, et ça me fait penser à autre chose qu'on n'a pas évoqué, mais qui est important. Là, on parle de modélisation peut-être plus fine à faire quand on dimensionne des projets. Je pense aussi que la contrainte qu'on a parlé, la contrainte d'ingestion dans les réseaux, elle peut ne pas avoir en tête aussi qu'elle peut tout à fait apparaître en cours de vie d'un projet. Et on va avoir sans doute de plus en plus de cas. Puisque faut voir que dans les projections de consommation de gaz sur les réseaux, hein, que les différents exercices prospectifs que vous pouvez voir, dans tous les cas, ils prévoient des baisses plus ou moins importantes, mais on est sur des tendances moins 30, moins 40, moins 50% de consommation d'ici à 2050. Donc, un méthaniseur qui n'a pas de problème aujourd'hui peut très bien aussi avoir des problèmes dans 2-3 ans parce que autour de lui, les maisons se sont isolées, un site industriel utilise un four optimisé, etc. Et donc, c'est des questions qui peuvent apparaître en cours de vie d'un méthaniseur. Merci pour ce rappel, Simon. Effectivement, c'est une problématique. Et l'autre enjeu, c'est aussi le développement de la méthanisation sur une maille où les nouveaux entrants vont avoir des contraintes que les gens déjà installés n'auront pas sur le réseau, puisque c'est ceux qui arrivent progressivement qui sont soumis à l'écrêtement et pas les premiers installés. Je vous remercie encore pour cette brillante intervention. Je rappelle aux participants que l'enregistrement et le support seront disponibles sur notre site internet. Vous recevrez un mail. Et il me reste à clore ce webinaire. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup, Alice. Au revoir à tous. Merci, au revoir.